Et ça tombe bien, vous êtes des journalistes, vous travaillez dans l'information. Vous voyez ce qu'on appelle le média mensonge? Je pense que beaucoup ont compris maintenant. La plupart sont des médias menteurs. Ils ont passé le temps à mentir, à manipuler. Et aujourd'hui, quand je les regarde dans leurs reportages et tout ce qu'ils racontent, c'est honteux. Et c'est très bien. Ils sont arrivés même à prouver à toute l'Afrique, à tout le monde entier, qu'ils sont des menteurs. Et c'est bien. Je pense que la jeunesse africaine doit avoir compris, la jeunesse burkinabé doit avoir compris. C'est désabonner de ces gens-là, ne plus les écouter, parce qu'ils nous ont tous manipulés pendant longtemps. Voilà, vous avez plusieurs exemples chez vous. Hein. On prend la Côte d'Ivoire, qui n'a pas détesté Gbagbo? En tout cas, nous, notre génération, tellement ils ont menti sur lui, ils ont raconté du n'importe quoi. Ils mettent la pression par l'information. Vous finissez par détester la personne. Ils font un modèle de la personne pour vous imposer ça dans l'esprit. Vous finissez par détester la personne. On l'amène à la CPI. Après, on lui dit qu'il n'y a rien. Il est coupable de rien. C'est sérieux, ça? Alors, comme toujours dans ces cas, quand ils n'ont plus d'arguments sur le fond de la question, c'est-à-dire qui a gagné les élections, ils brandissent, ils font un glissement et ils brandissent les droits de l'homme. Je vais vous dire, en 2000, quand j'ai été élu, c'était exactement le même scénario. Ils ont fabriqué des charniers. Ils ont dit, voilà un charnier, c'est Gbagbo qui l'a fait. J'ai ordonné à la justice de travailler. Elle a travaillé, le procès a eu lieu, les gendarmes qui étaient accusés ont été acquittés. Est-ce que les forces de l'ONUCI sont impartiales en Côte d'Ivoire? Elles ne sont plus impartiales. Depuis quand? Depuis cette élection. Parce que nous, on les a considérés comme une force impartiale depuis, disons, depuis 2003-2004, quoi. Dès l'instant où leur chef... Qui vous met directement en cause? Oui, que moi je remets directement en cause. Moi je mets directement en cause. Moi je pense que les gens de l'ONUCI, il faut qu'ils soient plus sages. Ils savent très bien qu'avec la montée des tensions, ce qu'on leur reproche. Ils savent très bien que le gouvernement de Côte d'Ivoire a demandé leur départ. Et moi j'ai dit aux gens de ne pas les brusquer. J'ai lancé un appel solennel aux gens de ne pas les brusquer, que nous avons demandé leur départ diplomatiquement, et c'est diplomatiquement que nous l'obtiendrons. Mais il faut qu'ils soient plus sages. Quand les gens qui viennent de l'extérieur veulent s'imposer parce qu'ils ont la force, c'est tout ce que ça donne. Donc la Côte d'Ivoire et Laurent Gbagbo sont victimes de l'extérieur? J'ai dit au début de ma campagne aux Ivoiriens qu'ils auront le choix entre un candidat pour la Côte d'Ivoire et un candidat pour l'étranger. C'est ça. Ça a l'air à peine caricatural, mais c'est ça. Le président Gbagbo, pour moi, c'est comme un père. C'est mon père. Et c'est un monsieur que j'aime beaucoup, j'ai l'estime pour lui. Donc, aller vers ton père, est-ce qu'il doit avoir un objectif à ça? Moi, je vais le voir. C'est ce que je peux dire. Je vais vous expliquer peut-être, pour aller un peu profondément, Monsieur le Président, si vous me permettez, Monsieur le Procureur, si vous me permettez, le lien avec le président Gbagbo. Et ça, c'est un peu dur, c'est très dur pour moi parce que ce monsieur m'a toujours fait du bien. Je donne juste un petit exemple. Et ça, je ne vais jamais oublier jusqu'à ma mort. Ici, je vois, il y a des femmes ici, des mères, des dames. Moi, j'avais une mère qui ne se portait pas bien, qui était malade, qui était obèse, elle faisait près de 180 kilos, 190 kilos. J'ai fait un voyage en meeting avec le président de la République à Bondoukou, dans une région du nord-ouest. On était à table en train de manger avec le président lui-même. J'étais assis en face comme ça, j'étais assis là, je mangeais, lui était en face de moi. Et il y avait ses conseillers, ses ministres. Lorsque j'ai reçu un coup de téléphone, venait d'Abidjan de mon frère, me disant que ma mère venait attaquer une crise, un arrêt cardiaque.
Moi, je n'ai rien dit au président. Mais le coup de téléphone avait changé mon comportement et mon visage. Le président a senti que je n'allais pas bien, qu'il y avait un problème. Il m'a demandé, je lui ai expliqué. Il s'est levé comme un homme qui était sensible à ce qui m'arrivait. Et automatiquement, il a donné l'ordre à son médecin qui s'appelait Dr Blé de rentrer en contact urgemment avec mon frère et de faire partir une ambulance pour prendre ma mère et aller la sauver. Ça a été fait en moins de 10 minutes. On l'a amenée à la plus grande hôpital d'Abidjan, à Pisa. Et elle a été sauvée. Tout le temps qu'elle était là-bas, elle était à traiter. C'est lui qui s'occupait d'elle. Je ne peux jamais oublier ça. Jamais, ma mère, je ne peux jamais oublier. Elle est décédée il y a 2 ans. Et avant de mourir, elle m'a dit, elle est morte dans ma main à 2h, 3h du matin. Elle m'a dit, ce monsieur, je le bénis. Je ne le laisse jamais tomber. Je ne le laisserai jamais tomber. Juste pour ma mère. Jamais, je vais le laisser tomber. Ce n'est pas un criminel que je veux que tout le monde le sache. C'est vrai. Kadhafi, on a laissé Kadhafi mourir. Voici les conséquences ici. Dictateur, il a fait ci, il a fait ça par leurs organismes. Ils mentent. RFI, quoi, je ne sais quoi, France 24, Le Monde, Jeune Afrique. Ils sont obligés de faire le travail qu'on les demande. Voilà, ils ne sont pas libres en fait. La Libye était le seul pays, en tout cas jusque-là, à côté de la Corée du Nord, qui n'avait pas de dette extérieure. Donc, elle était autosuffisante. La Libye, d'ailleurs, a participé à payer la dette de beaucoup de pays africains. Le dictateur libyen voulait une Afrique forte, où des gens peuvent coopérer. C'était une personne qui voulait l'unité continentale. Il avait du mal à concevoir une Afrique aussi forte, aussi riche, mais aussi pauvre en même temps. Et essayer de trouver un moyen par lequel les Africains pouvaient vivre indépendamment des aides extérieures, comme beaucoup avant lui, tels que Lumumba, Sankara et le reste. Alors pourquoi ils ont diabolisé Kadhafi, le traitant de dictateur, de tueur, de massacreur? Pourquoi le besoin essentiel de l'éliminer physiquement? C'est simplement parce que Kadhafi avait initié un programme. Je vous ai parlé précédemment d'un programme d'argent. Je vous ai dit que l'argent, avant, dans le temps, les échanges se faisaient à travers les possessions précieuses, de l'or par exemple. Ça représentait de la richesse. La richesse était représentée par l'or, l'argent, argent, je parle de argent, métal. Mais avec le temps, les plus forts ont transformé la richesse en papier. C'est-à-dire, tout celui qui avait de l'or allait déposer quelque part et cette personne lui donnait une note. Et cette note était représentative du montant d'or qu'il possédait pour qu'il passe faire ses échanges. Parce qu'évidemment, quand on a besoin de 10 000 $ pour faire un achat, on ne va pas emmener de l'or qui va être de 10 000 $, ça sera trop lourd. Alors pour ça, on déposait l'or quelque part et cette personne de confiance donnait un bout de papier, une note certifiant, oui, ce monsieur a autant d'or qu'il prétend. Donc vous pouvez faire vos transactions. Mais progressivement, les États-Unis ont éliminé ce principe de couvrir de l'argent avec l'or. Parce que chaque pays, il y a cela plusieurs années, avait autant d'argent en circulation que de l'or qu'ils ont en possession. Mais quand les États-Unis ont bloqué ce fait, ils ont dit à partir d'aujourd'hui, on va imprimer autant d'argent qu'on veut, même si on n'a pas l'or pour le soutenir. Le système commercial, le système monétaire a complètement changé. Les riches sont devenus plus riches parce qu'ils pouvaient imprimer de l'argent sans avoir l'or. Les pauvres sont pauvres parce qu'ils attendent que vous imprimiez de l'argent et vous leur envoyez. Alors Kadhafi étant contre cela, il a proposé le dinar, une monnaie faite d'or pur. Il a proposé que les transactions entre Africains ne soient faites qu'en dinar. Et tout celui qui désirait pétrole africain, le pétrole libyen, devra l'acheter en or, en dinar. Et cela aurait créé une déstabilisation totale de la dynamique de force mondiale. L'Afrique aurait été élevée et ceux qui n'ont pas d'or seraient en bas. C'est-à-dire tous les pays possédant de l'or seraient en position de force et les pays n'ayant pas d'or en réserve, que des bouts de papier qu'on appelle de l'argent, seraient déstabilisés. Et certains experts disent que des mouvements tels que celui-là se font en secret, en discrétion. Malheureusement, il en avait parlé 2 fois dans 2 conférences. Et avant lui, en 2000, Saddam Hussein a fait la même erreur. Il voulait changer son système de vente de son pétrole du dollar en euros. Et c'est la raison pour laquelle il a été destitué. Je pense qu'il est important de restituer l'histoire telle qu'elle est. Pas telle qu'on nous raconte sur France 24, France 2,
tout le bazar. Vous écoutez-les très attentivement, CNN, tout ça, ils ont tous les mêmes sermons, les mêmes phrases, les mêmes terminologies, comme s'ils avaient des textes qu'ils lisent tous. Donc, notre vieux dictateur, entre parenthèses, a apporté beaucoup de choses dans son pays, beaucoup de changements. C'est à vous de juger, je ne vous dirai pas. L'éducation gratuite, l'école gratuite, la santé, un programme d'irrigation, il a présenté de l'eau gratuite venant de l'océan. Personne n'a fait cela gratuitement. Le monde occident est basé sur l'argent, les intérêts. Même l'esclavage était basé sur le capitalisme. Il était une question d'utiliser des pauvres noirs pour faire un travail, pour produire.